Alors comme d'habitude, je parle trop. Je pensais faire la première partie de cette série sur la propagande en une fois, c'est-à-dire concernant notre ami le camarade Munzenberg, mais je m'aperçois qu'il y a trop à dire. Ah Munzenberg, que ferait-on sans lui? Que feraient nos chers prêcheurs, nos chers amis qui pensent pour le bien commun? C'est en effet Munzenberg qui a développé 4 thèmes fondamentaux dans sa doctrine, 4 axiomes, 4 éléments indispensables pour réussir à surargumenter sur son adversaire politique, à le diaboliser. Mais évidemment, aujourd'hui, plus personne ne se sert de ce genre de procédés qui sont quand même un petit peu, comment dirais-je, malhonnêtes, si ce n'est pas pour dire vils. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans la deuxième partie de Munzenberg. Et cette fois-ci, après avoir vu le début de la vie de notre camarade, vous allez vous rendre compte qu'il a réalisé un coup de maître. Son coup de maître, c'est d'avoir réécrit l'histoire de l'incendie du Reichstag. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, encore maintenant, certains ne sont pas vraiment persuadés que ce soit le jeune militant communiste hollandais qui ait mis le feu au Reichstag. Eh bien, si vous voulez vous faire une opinion, c'est après ça. Salutations, je suis Baillant Taillefer, forgeron médiéviste et historien à 16 heures ou le contraire. Dans cette seconde partie, j'avais envie aussi de vous parler, en plus de Munzenberg, du camarade Antonio Gramsci. Alors qui c'est Antonio Gramsci? C'est un Italien, c'est un militant communiste qui a fait énormément pour le développement du Parti communiste italien et même au niveau international. Il est né en 1881 et il est mort en 1937 suite à un mauvais état de santé et à une incarcération en Italie extrêmement dure. Parce que souvenons-nous que sous l'égide du Duce, le sempiternel Benito Mussolini, qui a tout raté dans sa vie, excepté ses poses de menton belliciste, bref, Benito Mussolini n'était pas vraiment tendre avec son parti fasciste envers ses ennemis politiques, les communistes. Alors évidemment, quand la justice italienne pouvait en choper un, elle ne se gênait pas pour le traîner dans des cachots de détention extrêmement durs. Alors Gramsci s'est battu toute sa vie pour son combat politique, ce qui est respectable. Il a écrit dans des journaux, il a créé des journaux et il a évidemment fait de la propagande pour le Parti communiste italien. Et dans sa doctrine politique, il a décrit des phénomènes extrêmement importants. Il invente par exemple le concept d'hégémonie culturelle. Alors c'est quoi l'hégémonie culturelle? Il nous dit que le peuple ouvrier paysan ne pourra jamais conquérir le pouvoir sur ses ennemis de classe, c'est-à-dire les gros propriétaires et la bourgeoisie. Pourquoi? Parce que justement, les élites dirigeantes bourgeoises de la société capitaliste ont inventé tout un système de représentation mentale et psychologique qui font que l'ouvrier ou le paysan se verra toujours induit en erreur dans ses choix politiques et qu'il ne parviendra pas à l'indépendance politique à moins que justement les instances du Parti communiste ne le rééduquent et lui fassent une éducation politique parfaite pour lui faire comprendre la lutte des classes et ses intérêts de classe contre le grand capital et le patronat. Alors il y a un exemple extrêmement frappant de l'hégémonie culturelle de la bourgeoisie italienne, c'est le rôle de l'Église, évidemment. L'Église et la chrétienté, l'opium des peuples, d'après le camarade Karl Marx, tient évidemment ses ouailles d'une main de fer psychologique pour les empêcher d'adhérer au Parti communiste et de rejoindre la lutte pour s'émanciper contre la bourgeoisie. Il a inventé un autre concept qui est le parti médiatique. Alors ici, nous sommes toujours dans la propagande du Parti communiste. C'est quoi le parti médiatique? En parlant de parti médiatique, l'on rejoint le précédent concept d'hégémonie culturelle. Mais en plus, Gramsci nous explique que la bourgeoisie, que les élites peuvent tenir le peuple grâce aux médias, qui diffusent donc une propagande qui est faite pour que le prolétariat reste à sa place et ne s'émancipe pas contre la bourgeoisie. Alors évidemment, on revient aux médias, donc au journalisme. À l'époque, journalisme papier, puis radio, puis ensuite télévision dans les années 50, 60, 70 et maintenant le net.
Donc on voit bien qu'avec Gramsci, nous étudions une partie du problème de la propagande. Mais revenons à Münzenberg et à son fameux coup d'éclat sur l'incendie du Reichstag. Alors Willy a joué un très beau coup psychologique au moment de l'incendie du Reichstag. Donc je vous rappelle les faits. Hitler est donc devenu le chancelier du Reich fin janvier 1933. Et le 27 février 1933, soit quasiment un mois après, le Reichstag, qui est donc l'Assemblée nationale allemande, là où se réunissent les députés, part en fumée. Un terrible incendie le ravage entièrement. Et le soir, non loin des ruines fumantes du Reichstag, qui trouve-t-on? Un Hollandais communiste. Il s'appelle Marinus van der Lubbe. Déjà, rien qu'avec un nom comme ça, moi j'aurais dit qu'il était coupable. Alors évidemment, un jeune communiste un peu idéaliste, proche des ruines fumantes du Reichstag, il n'en faut pas plus pour le désigner comme coupable. Alors vérité, vérité fausse, demi-vérité, toujours est-il que Willy Münzenberg va monter une espèce de bobard en disant que non, ce n'est pas Marinus, le Hollandais communiste, qui a mis le feu, mais des agents des nazis qui auraient emprunté des espèces de conduites souterraines sous le Reichstag pour s'introduire dans le bâtiment et y mettre le feu. Or, il se trouve qu'en 1960, un historien s'est intéressé à la question. Il s'agit de Fritz Tobias, et lui, il a prouvé que ces conduites par lesquelles les nazis se seraient infiltrés pour mettre le feu n'étaient en réalité que des conduites d'eau. Donc, à moins d'avoir des scaphandres ou alors d'être très bon en apnée, c'était pas possible de passer par là pour mettre le feu au Reichstag. Alors évidemment, imaginez un communiste qui mette le feu au Reichstag en plein Troisième Reich. Le pouvoir nazi et notamment l'organe de propagande de Joseph Goebbels s'en sont fait les gorges chaudes. C'est-à-dire que le pauvre Marinus a été emprisonné et promptement accusé de la chose. Pendant une trentaine d'années, jusqu'en 1960, tous les historiens ont admis la vérité révélée par Münzenberg, que c'était les nazis qui avaient mis le feu au Reichstag, et non le jeune communiste hollandais. Or, il se trouve que ce serait effectivement lui qui aurait mis le feu, d'après les conclusions de Fritz Tobias. Le problème, c'est que même aujourd'hui, si vous allez sur le site de Hérodote, vous trouverez que la vérité de Münzenberg est encore actuellement admise. Pour de nombreux historiens aujourd'hui, plutôt de gauche évidemment, ce sont les nazis qui ont mis le feu, et non pas Marinus. Alors, je ne vais pas ici chercher la vérité sur qui a mis le feu ou pas, mais il semblerait bien que ce soit ce jeune Hollandais, et qu'évidemment, les Allemands, les nazis l'ont chargé au maximum. Comme on dit, la vérité est ailleurs. Bref, quoi qu'il en soit, Willy Münzenberg n'a pas tellement été récompensé pour ses efforts envers le communisme. En effet, une fois Lénine mort, Staline, lui, ne le considère pas vraiment comme un vrai camarade. Et il va tout faire pour le détacher de Moscou et des instances du Parti communiste en le diabolisant. Alors c'est rigolo parce que, en fin de compte, Staline s'est servi contre Münzenberg des tactiques psychologiques que ce dernier a lui-même inventées. D'où ironie de la chose. Alors comment diaboliser un communiste dans les années 20? Simplement en le traitant de trotskiste. Alors Münzenberg a très bien compris qu'il n'était plus vraiment aimé à Moscou. Il cherche refuge en Allemagne, poursuivi par les membres du NKVD, l'ancêtre du KGB. Et ensuite il va trouver refuge en France, avec le début de la Seconde Guerre mondiale. Il va être interné dans un camp par le gouvernement français, d'abord dans l'Est, et puis ensuite en Isère, alors que la Wehrmacht a pénétré en France. Et dans ce camp en Isère, il va se lier d'amitié avec un homme qui se révélera être un agent du NKVD. Celui-ci va le convaincre de participer à une tentative d'évasion, et à partir du 22 juin 1940, on ignore ce que Münzenberg est devenu. Ce que l'on sait, c'est qu'on va retrouver son cadavre, à moitié décomposé, environ 2 mois plus tard. C'est pour ça qu'on ne sait pas exactement quand Willy est vraiment mort. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a été tué par son camarade du NKVD. Mais ce qui est le plus important dans cette histoire, c'est l'héritage intellectuel que nous a laissé Münzenberg. Cet héritage tient en 4 axiomes, 4 vérités extrêmement intéressantes. La première, l'émotion l'emporte toujours sur la raison. Lorsqu'on se trouve face à un argumentaire raisonnable, il faut
aiguillonner la fibre émotionnelle. Et pour ce faire, une photo ou un film vaut mieux qu'un témoignage oral. Alors, deuxième axiome. Le mensonge et la vérité sont extrêmement relatifs. C'est-à-dire que pour faire avancer un combat politique, on peut se servir de vérité, de demi-vérité et même de véritables mensonges. À ce moment-là, le mensonge est égal à la vérité. De toute façon, personne n'ira vérifier sur le coup. Des mois plus tard, peut-être, mais à ce moment-là, on sera passé à une autre actualité. Donc, il ne faut pas hésiter, lorsqu'on veut poursuivre un combat politique, à mentir. Troisième axiome, il faut absolument se servir d'intellectuels, passe dans les médias, sur les plateaux télé, afin qu'ils représentent les idées de votre combat politique. Alors là, je ne vais pas vous faire de dessin, vous en voyez tous les jours. Dernier axiome, lorsqu'on se trouve en face d'un adversaire qui possède un argumentaire raisonnable, raisonné et étayé, il ne faut pas hésiter à le diaboliser. La diabolisation qui va renvoyer à ce qu'on appelle le point Godwin, la reductio ad Hitlerum. C'est-à-dire que quand l'on veut déstabiliser un adversaire politique, quand on est communiste ou de gauche, il suffit de renvoyer l'adversaire à des considérations proches du nazisme et de l'extrême droite. À ce moment-là, il n'y a plus de débat possible. Vous avez complètement annihilé votre adversaire. Vous avez des critiques à faire sur l'immigration, par exemple, ben vous êtes un nazi. Point final, point barre, on n'en parle plus. L'adversaire est disqualifié. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces 4 vérités qui ont été édictées pour le combat de la propagande communiste par Munzenberg sont encore aujourd'hui plus que d'actualité. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois, on va parler de Henry Ford, qui a lui créé une autre sorte de propagande concernant la publicité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Vous savez que j'ai besoin de vous. Je vous dis à la prochaine fois et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.